Merci beaucoup. Je suis très contente d'être en direct avec Diaspora en ligne. Madame Samb Aminata Sall, je suis un pur produit de l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop, où je suis allée jusqu'au 3e cycle. Et je suis juriste breveté de l'ENAM. À l'ENAM, j'ai fait la section des commissaires aux enquêtes économiques. Donc, je suis commissaire principal aux enquêtes économiques. Donc, je suis un haut fonctionnaire. Je viens d'aller à la retraite. Après notre sortie de l'ENAM, j'ai eu à occuper de hautes fonctions, notamment le contrôle économique qui a été notre première destination, la direction du commerce extérieur, et c'est après la direction du commerce extérieur que je suis allée à la Fondation Traitement Sénégal. Donc voilà brièvement le parcours que j'ai eu à faire. Brièvement, ça c'est très important, mais qu'est-ce qui vous a valu donc toutes ces distinctions que vous avez avant qu'on ne rentre dans le but du sujet, donc autrement dit de rentrer dans la nouvelle compagnie que vous avez mise en place? En fait, vous me faites vivre un peu de grandes émotions. C'est les premières années que j'ai menées dans l'administration sénégalaise, où j'ai eu à mener beaucoup de combats. Parce que vous savez, j'ai milité très tôt dans les ASC pour apporter ma touche à l'édifice, au développement. Depuis le lycée Diop Kennedy, à la faculté de droit, il y a un arrêt qui porte mon nom, arrêt Aminata Sall. Les étudiants sont en train de l'étudier. J'ai toujours été épris de justice et j'étais toujours intéressée par le développement. Dans les ASC, on faisait des formations pour les jeunes, des cours de vacances, on faisait ce qu'on appelait, on était les premières générations à faire du set-setal. On faisait également des soins primaires dans les quartiers populaires dans lesquels nous étions. Donc j'ai toujours été intéressée par le développement. Donc après avoir quitté l'université et l'ENAM intégré l'administration, mon devoir était de toujours continuer le même combat. Donc mon premier poste d'affectation a été Kébémer, où les premières batailles que j'ai menées, c'était de faire respecter la réglementation. Ça ne plaisait pas à tout le monde, et c'est de là que c'est parti. Donc il y a eu beaucoup de bruit autour de ma personne. Les autorités ont fait des enquêtes et ils ont vu que cette jeune énarque ne faisait que son travail. Et c'est là où les combats que je menais étaient couronnés de succès. Le président de la République avait demandé que je sois maintenu dans mes fonctions. À l'époque, c'était Jean Collin, il y avait Abdourahmane Touré. Tous me félicitaient de donner cette impulsion nouvelle. Et je me rappelle que les recettes que j'avais eu à réaliser en 10 mois étaient supérieures aux recettes que l'administration avait en plus de 15 ans. Donc c'est pour vous dire que je m'évertuais à beaucoup apporter, à apporter la justice et à faire appliquer la réglementation. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs d'avoir été nommé comme inspecteur régional de Dakar, où j'ai eu à mener aussi de grands combats pour l'intégrité, pour le développement, pour également mettre le contrôle économique, en tout cas mon service, sur les rails et lui donner, apporter, réaliser les objectifs que l'État attendait de lui. C'est ce qui a fait d'ailleurs quand les malheureux événements de la Mauritanie se sont passés. Immédiatement, les gens se sont intéressés à ce que je faisais pour voir un peu les statistiques, parce que j'avais sillonné tout Dakar pour savoir chaque rue,
le commerce qu'il y avait sur place. Et c'était très intéressant. C'était difficile parce qu'on était la deuxième promotion des commissaires aux enquêtes économiques et il fallait apporter du sang neuf. Donc j'ai eu à mener tous ces combats au niveau de la direction du commerce, au niveau du contrôle économique, que j'ai quitté d'ailleurs 2 ans après. Donc toute ma carrière s'est faite pratiquement à l'international. Parce qu'en 1986, j'ai quitté le contrôle économique pour aller m'occuper de commerce international. C'est ça d'ailleurs qui a déteint sur toute ma vie. Quand je suis venue à la direction du commerce extérieur avec Seydina Oumassi, qui était ministre, c'est Seydina Oumassi qui était ministre du commerce d'alors, qui a eu à me faire confiance et j'ai été nommé chef de la division des négociations commerciales internationales. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené à comprendre ce que faisait la diaspora. C'est ça qui m'a amené à comprendre parce que j'ai fait énormément de pays. Et à chaque fois que j'allais dans ces missions, je me déplaçais pour voir comment les Sénégalais de la diaspora vivaient. J'ai eu à découvrir beaucoup de choses. Et ça m'intéressait beaucoup, mais j'étais en mission officielle. Alors j'ai fait tous ces pays, j'organisais les commissions mixtes entre le Sénégal et les autres pays. Et c'est ce qui a fait que, quand j'ai été nommée directrice du commerce extérieur, je m'occupais également du volet multilatéral. Donc la CEDEAO, l'UEMOA, le GATT, qui est devenu l'OMC, CCI, Chambre du commerce international, la CUNICEF, toutes ces organisations, je les connaissais parfaitement parce que je m'évertuais chaque fois à rendre visible le Sénégal. Donc c'est cette grande bataille que j'ai eu à mener, en fait, qui m'a valu toutes ces distinctions. À peu près, c'est ça. Maintenant, à un moment donné, toujours pour continuer à participer au développement de mon pays, j'avais pensé nécessaire de quitter la direction du commerce extérieur pour aller monter ce qu'on appelle la Fondation TradePoint. Justement, à la CUNICEF, j'ai participé à une session où les nouvelles technologies étaient à l'ordre du jour. Et comme à la direction du commerce extérieur, ma principale préoccupation était de participer au développement du commerce, de participer également à la participation du Sénégal à la mondialisation, c'était également de faciliter les procédures. Je me disais que c'était une grosse opportunité pour le Sénégal. Et c'est comme ça que j'ai quitté la direction du commerce extérieur, laissant tout derrière moi pour aller mettre en place la Fondation TradePoint. C'est cette Fondation TradePoint d'ailleurs qui a donné aujourd'hui naissance à Gaïndé 2000. Il avait 2 objectifs. Information commerciale, ce qui permettait au Sénégal d'être de plus en plus visible, d'être connecté, pour que le commerce du Sénégal, ses produits, soient de plus en plus visibles, que les opérateurs économiques puissent en bénéficier. Et je me disais également qu'il ne fallait pas oublier la facilitation des procédures, ce qui était pour moi extrêmement important pour que le Sénégal soit accroché à la mondialisation. C'est ce qui a fait d'ailleurs que nous avons créé Orbus. Et pour cela, c'était encore d'autres batailles, parce qu'il fallait rencontrer toutes les administrations, les autorités politiques, les autorités administratives, les opérateurs économiques. Et j'avais pris mon bâton de pèlerin pour parler à tout le monde, pour leur dire que pour que le Sénégal ne soit pas largué, pour que le Sénégal vraiment ne soit pas largué, il fallait absolument qu'on intègre le commerce mondial, qu'on soit beaucoup plus actif
Et pour cela, il fallait faciliter les procédures du commerce extérieur. Donc, il fallait interconnecter la douane, la direction du commerce extérieur, la DOPM, la DPV, la direction de la pharmacie, les banques primaires, la banque centrale, tous ces organismes, la DMC, toutes ces organisations, toutes ces directions devaient être interconnectées dans un réseau électronique pour faciliter, les procédures et avoir des interventions, des intervenants qui utilisaient l'outil informatique, et ce n'était pas une bataille simple. Heureusement, Dieu merci, nous l'avons réussi, et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir Gaïndé 2000 qui a grandi, et la douane sénégalaise a beaucoup fait pour que ce Gaïndé 2000 puisse vraiment donner une grosse satisfaction. Et je pense que les Sénégalais de la diaspora peuvent très bien en bénéficier. Ils peuvent importer, exporter, et ils peuvent également davantage se connecter. Et c'était le but que j'avais en tête. C'est pourquoi d'ailleurs, quand l'OMC m'avait proposé en plein développement de Trade Point Sénégal, le poste de directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, par patriotisme et par, disons, engagement, j'ai décliné le poste et je suis restée à la tête de Trade Point Sénégal, parce que je me disais que là, c'est là où m'appelait le devoir. Voilà en gros ce qui m'a valu ces distinctions. Et vous avez cité à plusieurs reprises la diaspora sénégalaise. Et justement, à la fin de votre carrière, donc après la retraite, vous avez créé ce qu'on appelle la CPI. Alors, et dire à mes compatriotes de ne pas confondre la Cour pénale internationale, mais la CPI est la compagnie Prestige Immobilier. Pouvez-vous nous parler donc de cette CPI, de cette compagnie? Merci beaucoup, maître. Je dirais que la création de la compagnie Prestige Immobilier n'est que le prolongement d'une vie entière de combat pour le développement que j'ai eu à mener. Comme je vous l'ai dit, militante de la première heure, j'ai continué à mener ce combat dans l'administration et j'ai continué à le mener dans ces pays. J'ai pensé que le logement était au centre des préoccupations des Sénégalais d'une manière générale et de la diaspora. Et je vais faire une petite parenthèse sur la diaspora. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, la plupart du temps, vous n'avez plus de repères. Vous n'avez plus de repères, surtout de connexion. Et beaucoup se disent comment je vais rentrer. Si je rentre, où est-ce que je vais aller? Quand j'ai quitté, j'étais chez mes parents. Aujourd'hui, je suis là à l'extérieur, j'ai déjà goûté au développement. Je ne peux plus retourner dans la maison familiale. Il me faut un pied à terre. Et ce pied à terre n'est pas facile à trouver, puisqu'il ne connaît plus les réalités. Et c'est là où beaucoup ont profité pour les arnaquer, pour leur prendre les fonds. Et j'ai l'habitude de dire, quand on voit un Sénégalais de l'extérieur, comment il se bat, parfois il a 2, 3 jobs pour amasser de l'argent, ça ne fait que me fendre le cœur quand je vois qu'ils ont été arnaqués. On leur montre parfois des villas en disant que c'est construit, on leur vend des choses qui n'existent pas. C'est vraiment dur. Et la compagnie Prestige Immobilier s'est intéressée à la diaspora pour demander à la diaspora de s'adresser à elle pour régler en partie ses problèmes.
Donc, le volet diaspora est un volet important dans ce que nous faisons. Je vais revenir sur les missions de la compagnie Prestige Immobilier. Donc, la compagnie Prestige Immobilier est d'abord un cabinet conseil en matière domaniale et foncière. Ce cabinet conseil se trouve entre les avocats et les notaires. Et son objectif est d'encadrer les Sénégalais pour bien acheter, de régler leurs soucis et qu'ils puissent se reposer sur une épaule. Parce qu'ils sont à l'extérieur, la plupart du temps, ils ne savent plus comment marchent les choses et je pense qu'il est important de les encadrer. C'est pourquoi d'ailleurs, la première mission de la compagnie Prestige Immobilier, c'est ce cabinet conseil qui encadre les gens à bien acheter, qui les accompagne, qui se soucie de leurs biens, qui les accompagne. Ils peuvent acheter, ils peuvent résoudre des problèmes, ils peuvent avoir même des terres ici. Moi, je sais qu'il y a des biens qui ont été construits, qui appartiennent à des Sénégalais de la diaspora et qui ne viennent pas. On me soumet souvent des cas de ce genre. J'en ai actuellement. Donc, c'est pour accompagner les Sénégalais à bien acheter, à bien gérer leurs biens et qu'il n'ait pas de soucis. Ce cabinet, c'est moi-même qui le gère. À côté de cette activité conseil, nous avons d'autres activités qui nous amènent à construire des logements, qui nous amènent à faire de la promotion immobilière. Et puisque nous faisons de la promotion immobilière, on construit, souvent les clients nous confient leurs biens et c'est ça qui nous a amenés à faire de la location et de la gérance. Les propositions que vous avez, parce que le problème de la diaspora, vous l'avez dit, ça fait longtemps que j'ai vu quelque part, pendant de très nombreuses années, au moment où j'ai quitté le Sénégal, j'ai vécu avec mes parents. Maintenant, j'ai fait 27 ans dans ce pays, je dois retourner au Sénégal, accompagné d'une femme et des enfants. Donc, je ne peux plus retourner chez mes parents. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le point d'interrogation. Qu'avez-vous à leur proposer? Est-ce que ces pays a un programme destiné à cette diaspora, les accompagner justement dans le cadre de la migration de retour, voilà, pour mieux s'installer ici dans leur propre pays? Merci, maître. Vous avez dit que vous m'avez rencontré à New York, à Atlanta. Effectivement, après avoir fait tous les pays, pratiquement en ma qualité de haut fonctionnaire, je me suis dit qu'il fallait que je me déplace pour aller rencontrer la diaspora quand j'ai créé ces pays. Ma surprise a été très grande à New York et à Atlanta. Et c'est là où j'ai créé le concept que du Tchadi, Keït. Je me rappellerai ce jour. Parce que nous avons été en mission, j'ai suivi donc une mission à l'extérieur pour nous approcher de la diaspora. Et j'ai vu comment cette arnaque avait été organisée. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer certains qui étaient avec nous, qui sont venus avec énormément d'argent, qui n'ont pas... ça a été trop facile et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me disais, mais écoutez, ces Sénégalais de la diaspora qui ont eu de la peine à économiser ont cette grande facilité à remettre ça comme ça parce qu'on leur présente des clés. Les gens ne se posaient même pas la question de savoir, mais où sont ces papiers? Où sont les papiers? Ça m'a énormément fait mal. Et je n'ai pas été surprise de voir le résultat quelques années après. Parce que je m'évertuais
à me dire, mais attendez, nous, notre première mission, c'est la sécurité de la transaction. Et la sécurité de la transaction, c'est les papiers. Nous sommes juristes. Nous connaissons que les papiers. Comme on dit chez nous, Kaituker. Ça, c'est le plus important. Malheureusement, peut-être que les gens n'avaient pas bien compris, mais nous, notre credo, c'est vraiment la sécurité de celui qui achète, avoir des papiers. D'ailleurs, c'est dans ce cadre, puisque beaucoup de terres au Sénégal ne sont pas encore immatriculées. Pour la petite histoire, l'ancien président Senghor avait demandé au lieu d'immatriculer les terres. Beaucoup ne l'ont pas immatriculé. Donc, beaucoup de terres sont dans le domaine national. Parce que le Sénégal en a immatriculé certains. Il dit, moi je représente l'État du Sénégal, j'immatricule les terres en mon nom. Et c'est dans ce cadre que vous avez des terres immatriculées au nom de l'État, qu'on appelle des baux. Sinon, il y a des titres fonciers privés qui existent. Alors, nous, on s'est dit, pour aider les Sénégalais à bien acheter, surtout ceux qui sont à l'extérieur, il fallait faire migrer les terres du domaine national à des titres privés. Et ça, c'est notre spécialité. C'est ça le cabinet conseil. Donc, nous prenons ces terres, on travaille, on fait toutes les procédures administratives, toutes les procédures, jusqu'à les transformer en titres fonciers. C'est un travail difficile. C'est un parcours du combattant. Et nous sommes en train de réfléchir avec les autorités. Comment raccourcir ces délais? Parce que je fais toujours le lien avec la carrière que j'ai eu à mener. Quand j'étais à la direction du commerce extérieur, j'avais vu que les gens importaient et exportaient sur 2 à 3 mois. Je me disais, mais pour nous connecter au commerce mondial, il faut bannir cela. Et aujourd'hui, nous sommes à 48 heures, même pas, avec Gaïndé 2000. Je me dis là également que les autorités accepteront et acceptent, parce qu'on en discute, de ramener ces procédures d'immatriculation, parce que nous faisons presque entre 12 et 18 mois, pour vraiment avoir tout ce qu'il faut et que vraiment à la fin, nous puissions disposer du titre foncier, l'immatriculation. C'est la tâche la plus dure. Et pratiquement, c'est extrêmement difficile de le faire, mais nous le faisons. Et je pense que les autorités politiques, dans la mesure où elles sont intéressées, parce qu'elles font beaucoup pour la diaspora, à les aider, va certainement nous aider à raccourcir ces délais. Comme ça, on pourra les faire dans une dizaine de mois. Ce ne serait pas déjà mal, parce qu'on aurait gagné presque 1 an ou 12 mois. Ce serait très bien. Alors, donc, notre spécialité, c'est cette immatriculation. Alors, quand nous immatriculons, celui qui a acheté, mais se retrouve avec un titre foncier. Parce que si vous ne l'avez pas, vous n'avez absolument rien. La preuve, c'est que dans le cabinet conseil, on rencontre des gens qui viennent en disant, j'avais acheté, nous avons acheté 500 terrains, 800 terrains, 1000 terrains, nous sommes un groupement, nous n'avons que des délibérés. On est allé à la banque nous a dit, on ne prend pas. Je leur dis, mais la banque ne peut pas prendre cela. La banque ne peut pas. Donc on est obligé d'immatriculer le site, parce que ce n'est pas facile d'immatriculer pour chacun comme ça qui a mal acheté. On immatricule tout le site et après l'immatriculation, chacun peut se retrouver dans le cadre d'un titre collectif où il aura son propre lot. Et là, l'achat est sécurisé. C'est en ce moment-là qu'on va devant le notaire. Parce que nous, on ne peut pas faire les formalités notariales. Mais tout ce qui est en amont, nous le faisons. Et c'est ça qui permet que dès que vous arrivez chez le notaire, pratiquement, il fait les formalités domaniales. Vous allez à la conservation foncière, ce qui permet à la personne de dire j'ai bien acheté, j'ai mon titre, et c'est ça qui permet de donner à sa progéniture une succession qui est normale. Dès que vous êtes à la conservation foncière du Sénégal, et ça c'est notre mérite, personne ne peut plus vous arnaquer, c'est votre bien. Même si le président de la République en a besoin,
ce n'est que dans le cadre d'une utilité publique. Et on vous donne en contrepartie autre chose. Mais si vous n'avez pas bien acheté, si vous n'avez pas de documents, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et c'est pourquoi j'exhorte les Sénégalais de la diaspora à beaucoup utiliser le cabinet conseil, à bien acheter. Et pour revenir à votre question, nous avons bien réfléchi sur ce qu'il faut à cette diaspora. Nous avons des programmes fonciers. Ces programmes fonciers, aujourd'hui, avec les nouvelles infrastructures que le Sénégal a mis en place, nous avons l'aéroport de Diass, nous avons l'autoroute à péage, nous avons la VDN, nous avons de nouvelles infrastructures qui font qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles opportunités qu'il faut exploiter. La seule limite, c'est que la plupart de ces terres sont dans le domaine national. Mais l'intelligence voudrait qu'il faut les transformer pour les mettre en titre foncier. Puisque c'est des terres qui sont accessibles, c'est des terres qui sont bien sélectionnées, souffle d'or, comme on aime dire, qui ne sont pas des souffles du sable en latérite. Donc, qu'est-ce qui reste? Il faut juste faire migrer ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous invitons les gens à s'intéresser à cela. Il y a des terrains qui sont vers Niague, des terrains qui sont vers Tivaouane, qui sont vers Keur-Massar, qui sont vers Rufisque, qui sont derrière Diass, parce qu'une bonne partie de ces terres sont dans le pôle urbain qu'il faut éviter d'acheter, parce que là, on a beau expliquer à certains de ne pas acheter du côté du pôle urbain, parce que c'est dans le pôle urbain. Donc, toutes ces terres, on peut les immatriculer et les mettre à la disposition des Sénégalais de la diaspora. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils puissent, dans les villes où ils sont, se retrouver, mener peut-être la même vie, plus ou moins, qu'ils menaient là-bas. C'est-à-dire, par exemple, si des gens sont dans une ville européenne, qu'ils puissent se retrouver et avoir un environnement qui, plus ou moins, serait favorable. Et c'est dans ce cadre que nos aménagements respectent les normes de l'urbanisme. Ça me paraît particulièrement important. Je ne peux pas comprendre qu'on ait autant de temps à l'extérieur, qu'on ait goûté au développement et qu'on accepte de venir ici être entassé dans des sites qui ne respectent pas les normes. Comme je le disais tantôt, si nous avons 10 hectares, nous ne prenons que les 57% pour faire des logements. Le reste c'est des routes bien aménagées et des équipements qui doivent constituer les 43%. Mais vous voyez des lotissements où les 70% c'est des logements. Vous n'avez plus que 30%. Mais ça, ce n'est pas possible. Même pour des Sénégalais qui sont ici, a fortiori des Sénégalais qui sont de la diaspora. Moi, je fais partie de ceux qui prônent qu'il faut de grands espaces. Nous avons 10 hectares. On ne peut pas faire plus de 380 logements de 150 mètres carrés. Ou bien 253 logements si nous allons sur une surface plus importante, c'est-à-dire 225 mètres carrés. Le reste, vous faites les aménagements qu'il faut. Vous pouvez faire des espaces verts, vous pouvez faire des centres de santé, des centres de formation, vous pouvez faire des lieux de culte. Mais tout ça, c'est ça en réalité qu'il faut. Alors, en matière d'aménagement également, j'ai vu que là, beaucoup de sites sont des sites en latérite. Je ne suis pas contre de la latérite. Mais je me dis, des gens qui ont été à l'extérieur, qui ont vécu ce développement, comment on peut se retrouver dans des routes qui ne sont pas comme ça, alors qu'il y a une possibilité d'avoir un beau site avec des routes goudronnées, qui vous permettent vraiment d'être à l'aise. Un site bien aménagé,
Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais à Tivaouane-Peulh, nous aurons des routes goudronnées. Et il y a une grande différence entre des routes goudronnées et des routes non goudronnées. Il y a une grande différence entre un site aménagé avec 43% d'équipement et un site où on n'avait que 30%. Ce n'est pas les mêmes produits. Et je pense que nous, les femmes, on le sent bien. Vous pouvez porter un bijou en or, 25 carats, 18 carats, comme vous pouvez porter un bijou en plaqué. Donc, ce n'est pas les mêmes produits. Il m'arrive parfois de recevoir quelqu'un, il me dit, oui, moi, on m'a proposé un terrain de 2 millions. Je dis, d'accord, ce terrain de 2 millions, qu'est-ce qu'il a? Il a des papiers, oui, montrez-moi le papier. Je dois un délibéré. Je dis, mais comment vous allez faire avec l'eau? Comment vous allez faire avec l'électricité? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je lui ai dit, je peux vous donner la même chose, 2 millions, mais à ces 2 millions, il faut ajouter, amener l'eau, il faut ajouter, amener l'électricité, il faut également ajouter les aménagements, et du tout, vous sortez des 2 millions, ce n'est plus possible. Ah, d'accord. Je dis, ce n'est pas le même produit. Donc, je pense qu'il est très important que les gens achètent bien avec des sites aménagés. Le Sénégal est en train de se développer, les infrastructures sont là, donc tous ces sites doivent être aménagés vraiment de façon correcte, de façon à donner de l'espace aux gens. Le Sénégal ne peut pas reculer, il faut qu'il avance. Et pour qu'il avance dans l'urbanisme, il faut qu'on respecte, parce que les textes sont là, il faut juste les respecter. Il faut juste les respecter. Se battre pour que les équipements qui sont prévus restent des équipements qui sont là. Ça, c'est le programme foncier. Si on parle également des constructions, là aussi, il y a un grand souci. Le souci, c'est quoi? Combien de temps vous entendez des bâtiments tomber? Vous payez, vous n'avez pas fini de payer, il y a des fissures partout. Mais il faut qu'on respecte les normes de l'urbanisme et de l'habitat. Et pour cela, nous, notre baguette magique, c'est la garantie décennale. Les gens doivent s'inscrire dans la garantie décennale. Dans 10 ans, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de contrefaçon. Et pour cela, il faut s'inscrire dans une dynamique. La dynamique, c'est quoi? Il faut d'abord confectionner, et je vais vous montrer les plans BA. Il faut utiliser les ingénieurs. Des promoteurs ne peuvent pas se réveiller et ne pas s'occuper des intellectuels. Moi, je suis juriste. Vous également, vous êtes juriste. Vous êtes spécialisé en communication. Il faut qu'on vous utilise. Si on n'utilise pas les ingénieurs en BA, en béton armé, qui va faire ça? Ce n'est pas le maçon qui va le faire. Donc, nous, on part de ça. Après avoir utilisé un architecte qui nous donne le dessin. Vous pouvez choisir le plan que vous voulez. On a énormément de plans ici. Vous pouvez les faire modifier. Mais vous êtes obligé d'utiliser des professionnels. Après cela, donc, l'architecte, vous avez les études de béton armé. On ne peut pas s'arrêter là. Vous n'aurez pas de garantie décennale. Quand vous quittez là, il faut aller dans un bureau de contrôle. C'est le bureau de contrôle qui va mettre son visa. Et quand il met son visa, c'est sûr que ce qu'on vous a donné, c'est bon. Maintenant, il y a une autre étape. L'autre étape, c'est quoi? C'est le contrôle effectif du travail. Si vous faites ce contrôle effectif par un bureau de contrôle, en ce moment-là, l'assurance est à côté de vous. L'assurance vous dit, oui, je prends. Puisque vous avez tout respecté, je vous accompagne je vous accompagne pour assurer les logements que vous faites. Mais dès que vous terminez, vous sortez votre garantie décennale. Et celui qui achète n'a aucun souci. Et je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans cette dynamique. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes. Donc, un achat sécurisé dans le domaine foncier, c'est notre spécialité. Des constructions sécurisées, puisqu'on utilise des ingénieurs, des architectes, bureaux de contrôle, assurance pour obtenir la garantie décennale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'intéresse au papier. C'est très, très, très important. Mais vous ne pouvez pas venir pour acheter votre terrain sur un site quelconque, un lopin de terre, appelez votre maçon,
qui commence à construire. Je n'ai rien contre les maçons, mais c'est la dernière étape. La première étape, c'est toutes ces études qu'il faut mettre en amont. Et pourtant, la différence n'est pas très grande. La différence n'est pas aussi grande qu'on le pense. Mais c'est ça qui vous sécurise. Vous ne pouvez pas être à l'extérieur, mener là-bas 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, venir vous retrouver ici, dans des taudis, ce n'est pas possible. N'avoir aucune garantie, tout ce que vous avez fait. Parce que quand vous êtes Sénégalais de l'extérieur, moi j'en ai 3, mes enfants sont tous des Sénégalais de l'extérieur, je pense que la préoccupation, c'est d'avoir un site chez toi, d'avoir un logement, c'est ça la fierté. J'ai quitté ici, comme vous avez dit, avec mon sac, je reviens avec ma famille, je suis vraiment dans une maison agréable. Parce que c'est ça le fruit de mon labeur. Mais si ce fruit de votre labeur vous passe entre les mains, c'est très grave. Et ça me fend le cœur. C'est pourquoi d'ailleurs quand je suis venue à Atlanta et à New York, j'étais très étonnée. Parce que je me dis, j'avais une claire conscience que ces gens-là ne vont pas rentrer dans ces logements qu'ils sont en train d'acheter. Et ça fait mal. Comme je l'ai dit, nous respectons les normes de l'urbanisme et de l'habitat. Mais pour mieux sécuriser les Sénégalais de la diaspora, ces pays disposent d'un cadre sécuritaire, d'un cadre de sécurité où on peut mettre en contact les gens avec des avocats. Ces pays peuvent le suivre dans le cadre du cabinet conseil. Mais les gens également, on peut les mettre en contact avec des avocats qui suivent leurs affaires. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons créé le concept votre chantier pas à pas. À partir de New York, d'Atlanta, de Paris, de partout, les gens peuvent suivre. Avec Google Earth, c'est la révolution. On ne peut pas leur montrer un bâtiment qui est en train de se construire sur un point X. Autre part, ce n'est pas possible, ils peuvent suivre. Mais en plus de cela, ils peuvent se faire représenter pour qu'on voit avec des professionnels. Je pense que c'est ce cadre-là qu'il est important d'expliquer à nos parents de la diaspora. Je vais ajouter autre chose. Parce que j'ai vu également que quand les gens ont des cités préfabriquées, les gens, ils viennent, ils cassent tout. Personne n'est en paix. Il y a tout le temps des chantiers, ça passe, ça revient, on perd la sérénité, on perd le calme, on perd la qualité de vie. C'est pourquoi le concept que nous avons développé, c'est des constructions personnalisées. Même dans le cadre d'une cité, supposons qu'on ait 385 logements sur un site de 10 hectares, on est capable pour chacun de lui faire le type de logement qu'il veut. Et ça, c'est particulièrement important. C'est ça qui permet en tout cas à la personne de se retrouver bien dans sa peau. Lui-même, il sait que moi, je veux tel type de carreau. Mais les carreaux, ça part de 3 000 à 20 000. Si lui-même veut acheter des carreaux de 15 000, de 18 000 ou de 20 000, il faut lui donner cette opportunité. Pourquoi lui mettre des carreaux qui ne lui conviennent pas pour qu'il vienne casser? S'il veut mettre aussi les portes, je prends des portes. J'aime bien parler des portes. Parce qu'il y a des portes en Djibouti, il y a des portes en bois rouge, comme il y a des portes en isoprène. Ça part de 25 000 à 150 000. Mais il peut avoir la possibilité de choisir le type de porte. C'est comme les alus, c'est la même chose. S'il a envie d'avoir des alus qui sont de meilleure qualité, il faut lui donner cette opportunité. Il faut également lui donner l'opportunité de même choisir le type d'étanchéité qu'il veut, le type de peinture. Et c'est ça qui permet aussi de se calmer pour que les gens puissent vivre en paix. Nous, des gens viennent ici nous dire, vraiment, cherche-moi quelque part où il n'y a plus de construction. Mais c'est parce que les cités ne sont jamais terminées. Les gens, ils viennent, ils cassent. Alors que si vous avez en face de vous le couple, ou bien par courrier, vous leur montrez, oui, mettez-moi la cuisine par-ci, mettez-moi le garage par-là, il choisit son plan, mais on le suit tranquillement. Lui-même, il dit, ah, le second œuvre, je veux mettre ma main dedans.
Et quand je développe ça, les gens me disent, vous ne cherchez pas de l'argent. Je dis, mais non, moi je suis militant de la bonne cause. Je préfère que la personne soit satisfaite, qu'elle sache que vraiment elle a construit elle-même la maison de son goût, plutôt que de faire des prototypes. Et ça me paraît particulièrement important. Il m'arrive souvent d'ailleurs de faire un devis en 2 étapes. Je vous donne un bâtiment solide pour que les enfants puissent demain mettre 2 ou 3 étages. Une fois cela, je vous dis le second œuvre, faisons-le ensemble. Quel type de carreau vous voulez mettre? Quel type? Et en ce moment-là, vous pouvez faire un devis. Mais malheureusement, les Sénégalais vous disent, je veux 3 chambres salon. Combien ça me coûte? Je dis, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. J'ai besoin de faire un entretien avec vous, très avancé. J'ai besoin de parler à votre épouse ou bien à votre époux. J'ai besoin de savoir à peu près les enfants que vous avez et vous faire une consultation, vous proposer des choses. C'est comme vous allez dans un cabinet d'avocat ou bien vous allez voir un médecin. Nous sommes cabinet conseil. En fonction de ce que vous me dites, je vous donne des conseils et je vous dis voilà le type qu'il vous faut. En fonction de vos moyens, de vos ressources, c'est tout ça qui joue. C'est tout ça qui joue. Et c'est en fonction de ça également qu'on peut vous dire voilà le type de logement et voilà le devis. On fait ce qu'on appelle, après avoir fait ce que je vous ai montré des bâtons armés, on fait ce qu'on appelle le devis quantitatif, le maîtrise. On dit ah, le plan que vous avez choisi, avec les études d'ingénieur, voilà les quantités qui doivent rentrer, le nombre de sacs de ciment qui doivent rentrer, le nombre de tonnes, le nombre de camions de sable qui doivent rentrer, le nombre de fer qui doivent rentrer, les quantités, les qualités. C'est tout ça qui vous donne les quantités qui doivent rentrer dans cette maison. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que vous pouvez sortir un devis. Donc à chaque fois que quelqu'un me demande un devis, je suis perdu, je dis ah, moi je suis un intellectuel, je suis un cadre. Je suis obligé de savoir exactement ce que vous voulez. Et je pense que c'est ça, comme vous avez dit, qui permettra un retour tranquillisé, un retour vraiment sécurisé, où la personne peut dire, ouf, je peux rentrer dans mon pays tranquillement, sans avoir de problème, sans honte ni rien, parce que c'est très très dur.